on oppose l'esprit à la lettre. Mais en fin de compte, beaucoup de sociétés accordent l'importance la plus grande à la lettre. On ne doit pas changer la lettre, mais on peut changer l'interprétation. On peut donner un autre sens au texte. C'est le rôle des commentaires, c'est le rôle de l'apologie. Tout cela vise en réalité à maintenir la lettre, paradoxalement. Et pour maintenir la lettre, on est prêt à tout faire, ou plutôt à faire n'importe quoi. Il faut absolument... On ne touche pas à la lettre, ne touche pas à ma lettre. On ne touche pas à la lettre, mais on peut la comprendre comme on veut. Mais la lettre elle-même n'est à la limite pas porteuse d'informations précises et objectives. Elle est à la merci de toute forme de subjectivité, de projection. Dans ce que j'appelle, moi, le peuple, désormais, c'est-à-dire le Am en hébreu, c'est-à-dire cet ensemble de gens qui sont en quête d'un collectif, d'un ciment unificateur au niveau de la lettre, mais sans vouloir comprendre cette lettre, sans vouloir en tirer une véritable information. Il y a en effet un blocage épistémologique que l'historien, que le chercheur ne peut pas accepter, puisque la lettre, elle est porteuse d'informations, véritablement, elle est marquée par des traces, et elle est souvent corrompue. Elle a souvent une forme dévoyée, sur le plan même de la lettre, je répète encore une fois. Parce que certains croient que le dévoiement il est uniquement dans l'interprétation. Pas du tout. Il est également dans la lettre elle-même. On comprend mieux ainsi que le peuple ne comprend et n'accepte la réforme que dès lors qu'elle ne touche pas à la lettre. Que ce soit le peuple des pratiquants du judaïsme ou des praticiens de l'astrologie ou des locuteurs de telle ou telle langue, il n'est pas question de toucher à la lettre. Et ça risquerait autrement de déstabiliser le groupe et surtout de lui faire perdre le contrôle de lui-même, si on peut dire, puisque le groupe, lui, il se veut gardien de la lettre. Et ceux qui veulent changer la lettre, je répète encore une fois, qui ne sont pas simplement dans le commentaire, dans l'explication, mais qui veulent carrément changer, c'est-à-dire non pas forcément la remplacer intégralement, mais en tout cas la corriger, la modifier, la réformer, cette lettre, eh bien, ils sont considérés comme un danger, un péril, un troll. Et le groupe, le peuple, est très réticent parce que ça va donner le pouvoir à quelques pionniers, à quelques chercheurs qui vont s'arroger le droit de changer la lettre et pas seulement d'en faire le commentaire. Ça va donner le droit à ceux qui pratiquent la critique de l'emporter sur ceux qui pratiquent l'apologie. Et il y a toujours eu ces deux formes de réforme, la réforme critique, qui n'hésite pas à modifier la lettre, et la réforme apologétique qui se contente de la réinterpréter, cette lettre. On a le même problème au niveau linguistique, où l'anglais a emprunté au français
à la lettre, littéralement, des milliers de mots, mais sans toucher à la lettre, justement, mais en les prononçant, en les commentant, en les comprenant autrement. C'est-à-dire dans une stratégie d'exégèse, au sens de commentaire, parce que le mot exégèse est un mot très ambigu, puisqu'il désigne à la fois le commentateur, mais aussi éventuellement celui qui va reconsidérer le texte, qui va en faire l'histoire, qui va en faire la genèse. Donc, on repère facilement les gens qui sont dans le peuple, qui ont une mentalité populaire, par cet attachement à la forme de la lettre et à ce surinvestissement du commentaire, de la tradition orale, comme si la tradition orale était censée être un commentaire de l'écrit, alors qu'en réalité, c'est l'écrit qui est une application de l'oralité. Bon, là aussi, il y a des inversions qui sont intéressantes. On le dit d'ailleurs dans l'histoire du judaïsme, on a mis par écrit à un certain moment des textes qui étaient, des prières notamment, qui étaient restées orales. On l'a fait notamment dans des périodes de crise, de destruction, d'exil, etc. Donc il y a une sorte de dialogue de sourds, en fin de compte, entre l'approche apologétique, c'est-à-dire celle de l'explication, de l'excuse, en disant voilà, bon, bah, effectivement, on va garder les choses comme elles sont, mais on va regarder autrement les choses, de façon à les laisser comme elles sont, justement. Et ceux qui veulent carrément toucher à la lettre, quitte même à la remplacer. Mais on voit bien, moi j'ai beaucoup étudié par exemple le comportement de certains groupes juifs par rapport à la lettre, on se contente de commenter. Si je dis par exemple qu'il manque des passages, qu'il y a un texte qui a été tronqué, etc., ça ne passe pas parce qu'il y a un tabou de la lettre. Il ne faut pas toucher à la lettre. Toute forme de commentaire est le bienvenu, au contraire, puisque le commentaire permet de sauvegarder la lettre, de la maintenir, au prix, bien entendu, d'une oralité qui va modifier peut-être singulièrement le sens, le signifié. Et donc là, effectivement, la lettre, c'est le signifiant. On garde le signifiant, mais on lui verse un nouveau signifié. Mais il y a un moment donné où ce signifiant, l'ensemble du signifiant est tellement incohérent, tellement incompréhensible, que, et là c'est là qu'il y a une guerre entre les deux camps, apologétistes et critiques, que ça n'est plus possible, qu'il faut restituer les choses. Alors l'approche marxiste veut que, au fond, cette lettre, elle puisse évoluer, mais elle doit évoluer par elle-même, en quelque sorte. C'est une sorte d'évolution, mais même l'évolution peut impliquer un nouveau commentaire, mais pas seulement. On peut y intégrer de nouveaux éléments. Il ne s'agit pas de modifier la lettre, il s'agit de la compléter, si on peut dire, de rajouter quelque chose. Comme on rajoute en cuisine quelques épices, quelques sauces à un plat qui est décidément devenu bien insipide. Voilà, on est dans la cuisine. On va cuisiner le produit, on ne va pas le changer, on va l'assaisonner. Oui, il y a toutes sortes d'astuces de ce genre. L'assaisonnement, c'est une forme de commentaire, c'est une forme d'exégèse. Voilà, on le met à une nouvelle sauce, on le met à une nouvelle mode, et puis on rajoute des bricoles, des petits gadgets, des choses nouvelles par-dessus. Mais surtout, on ne change pas le socle, on ne change pas les bases.
Voilà. Et donc, je pense que là, nous avons un bon test qui permet de distinguer clairement dans le monde, dans notre société, ceux qui sont d'un camp ou de l'autre, en sachant que les femmes seront plutôt dans le camp apologétique, exégétique, au sens où j'ai défini l'exégèse comme étant commentaire, et l'autre camp étant celui de ceux qui se pensent capables de restituer à la lettre, au texte, sa virginité en quelque sorte, sa cohérence initiale, un peu en suivant un peu la philosophie structuraliste, si on veut, qui exige que le texte, dans sa lettre, corresponde à une cohérence, à une harmonie, une symétrie, et qui parleront autrement d'une pathologie de l'épistémé, d'une chose qui s'est détériorée, qui s'est corrompue. Voilà le dialogue, je crois, qui est très intéressant. Voilà le débat. Et je crois que c'est un débat qui n'est pas intellectuel, en fait. C'est un débat de programmation viscérale. Ce n'est pas une question de savoir ce que les gens ont appris ou pas appris. Ils ont ça en eux-mêmes. Ils ont cette espèce de démarche, d'attitude en eux-mêmes, qu'ils vont peut-être redécouvrir en écoutant ce qui se passe autour d'eux, mais qu'ils ont en eux-mêmes. Et donc, par conséquent, il ne faut pas exagérer le rôle de la culture, le rôle de l'éducation. Ça va beaucoup plus loin que cela.